Bonjour, je vais passer la parole à Louise Breval qui va partager son écran et qui va montrer l'idée ingénieuse qu'elle a eue pour revisiter la calibration en période de luminosité. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Je suis doctorante en troisième année au LESIA à l'Observatoire de Paris. Et je vais vous parler de mon travail de thèse qui porte sur les céphéides pour mesurer l'échelle des distances dans l'univers, notamment avec les parallaxes de la DR2 de Gaïa. Ah. Euh, donc d'abord, un rappel sur la manière dont on mesure les distances avec les céphéides. Donc, les céphéides sont des étoiles pulsantes qui changent de période, pardon, qui ont une période de l'ordre de 2 à 100 jours. Et vous voyez bien mes slides changer juste pour être sûr. Oui, t'inquiète pas, c'est bon. Ok, merci. Et donc ces céphéides ont une particularité très importante qui est la relation particulière entre leur période de pulsation P et leur magnitude absolue. Donc vous pouvez voir sur ce diagramme qui a été réalisé par Henrietta Leavitt il y a environ un siècle avec des céphéides du petit nuage de Magellan. Donc, on voit que les céphéides qui ont les périodes les plus longues sont en effet les plus brillantes. Donc ici, elle a tracé le minimum et le maximum de lumière pour chaque céphéide. Et donc, cette relation est très importante parce que si elle est bien étalonnée, si on connaît bien les coefficients A et B de cette relation, il suffit de comparer leur luminosité absolue à leur luminosité apparente pour en déduire leur distance. Et leur période est assez facilement mesurable, donc c'est un outil vraiment très important. Donc, cette découverte a été fondamentale parce qu'elle a permis quelques années plus tard à Edwin Hubble de découvrir que les galaxies s'éloignaient les unes des autres et donc de découvrir l'expansion de l'univers. Donc, tout ça grâce aux céphéides d'Henrietta Leavitt. Et donc, cette loi de Hubble, elle comprend cette constante H0 qui est aujourd'hui assez difficile à estimer précisément et qui comporte certaines particularités. Ici, on voit la constante de Hubble en fonction de l'année de publication. Et on voit qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une bifurcation. Et donc, on a deux valeurs qui se distinguent, environ 67 par le satellite Planck dans l'univers primordial, et une valeur de la constante de Hubble plutôt autour de 73-74 dans l'univers local avec les céphéides. Et donc aujourd'hui, cette différence, on appelle ça une tension. La tension, elle est d'environ 4 à 5 sigma. Et en fait, elle pourrait indiquer une nouvelle physique au-delà du modèle standard. Donc il est vraiment crucial d'étudier plus en détail les céphéides et d'étalonner de manière extrêmement précise la relation période-luminosité afin de voir si cette tension elle est confirmée ou non. Donc, sur cette image, on voit tous les échelons de l'échelle des distances. Donc, dans notre Voie lactée, les céphéides sont vraiment le premier échelon, le premier maillon de l'échelle des distances. On peut utiliser les parallaxes Gaïa, par exemple, pour étalonner la relation période-luminosité. Une fois étalonnée, cette relation, elle nous permet de mesurer des distances à des galaxies qui contiennent des supernovas. Et ensuite, on peut également observer des galaxies plus lointaines dans lesquelles on ne voit plus les céphéides parce qu'elles sont plus assez brillantes, mais on voit encore des supernovas et donc on mesure leur redshift et donc l'expansion de l'univers. Et donc les céphéides constituent vraiment la première étape de l'échelle des distances. Donc Gaïa et les parallaxes de la DR2. Donc pour étalonner la relation période-luminosité, je disais, on a besoin de distances extrêmement précises. Et donc Gaïa est vraiment importante car jusqu'à maintenant, on n'avait que le HST qui était assez compétitif pour nous fournir des parallaxes de céphéides précises. Et donc les parallaxes du HST nous ont donné lieu à plusieurs publications et plusieurs estimations de la constante de Hubble. Et donc maintenant, avec Gaïa, on peut faire la même chose. Et on peut comparer les résultats obtenus avec le HST précédemment avec ces nouvelles parallaxes Gaïa. Donc,
il y avait un premier problème quand j'ai commencé ma thèse avec les parallaxes de la DR2. C'était d'abord le point zéro qui était assez mal connu, qu'on a tout un panel de valeurs du point zéro DR2 qui s'étend vraiment sur un intervalle assez large. Donc, pour pallier à ce premier petit souci, j'ai choisi simplement de prendre une valeur médiane à peu près au milieu et de lui mettre une grande incertitude qui couvrait tout l'intervalle. Donc, voilà la valeur que j'ai adoptée pour le point zéro. Mais le deuxième problème, c'est celui qui était le plus embêtant pour moi, c'est que dans la DR2, les céphéides sont traités comme des étoiles qui ont une magnitude et une couleur constantes. Donc, même si c'est vrai pour la plupart des étoiles, pour les céphéides, ce n'est pas vrai. Comme on peut voir sur cette figure, donc les céphéides sont ici en haut. C'est un diagramme couleur-magnitude. On voit qu'au cours d'un cycle de pulsation, les céphéides changent de couleur d'environ 0,5 mag, voire plus, et de magnitude de l'ordre de presque 1 mag. Donc, ce n'est pas du tout négligeable et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les parallaxes et avoir comme conséquence que les parallaxes des céphéides sont potentiellement pas très fiables. Donc, tout ça, c'est difficile à estimer parce que ce n'est pas pris en compte dans les barres d'erreur de la DR2. Donc, on peut avoir des parallaxes avec des barres d'erreur très petites, mais en fait, qui ont de grosses systématiques. Et donc, c'était assez incontrôlable comme systématique. Et un autre problème en plus, c'est que les céphéides sont très brillantes comme étoiles. Donc, souvent, on avait aussi des problèmes de saturation qui venaient s'ajouter à ça. Et donc, pour pallier à ces soucis, j'ai trouvé une méthode. En étudiant les céphéides de la DR2, donc Pierre Carvela, qui a parlé tout à l'heure, a détecté des compagnons dans l'environnement proche de céphéides. Donc, j'en ai retenu 22. Donc ici, on voit l'étoile Delta Céphée, c'est une céphéide très connue, et on voit très bien son compagnon juste à côté, et les flèches représentent le mouvement propre. Donc ces compagnons sont particulièrement intéressants parce que ce ne sont pas des céphéides, donc ils ne sont pas affectés par ce problème de variation de couleur et de variation de luminosité. Ça veut dire qu'ils sont vraiment fiables dans la DR2. Et en plus, en général, ils sont plus faibles que les céphéides, donc ils n'ont pas de problème de saturation. Ça nous donne donc un moyen idéal d'avoir une parallaxe alternative à celle des céphéides. Ensuite, j'ai exploré une deuxième piste. J'ai cherché des céphéides dans des amas ouverts dans la Voie lactée. Donc ici, on a un exemple. Donc tous les points jaunes sont des étoiles et donc les flèches représentent les mouvements propres de l'amas en rose et de la céphéide en bleu. Et donc, après avoir croisé un catalogue d'amas ouverts avec le catalogue de la DR2, j'en ai trouvé à peu près 14 candidats dont on était vraiment sûr qu'ils sont dans les amas. Et donc, ces amas d'étoiles sont aussi très intéressants pour ce qu'on veut faire parce qu'ils contiennent des étoiles plus faibles que les céphéides. Donc, à nouveau, pas de saturation. Et les étoiles des amas qui ne sont pas non plus variables. Et donc, il n'y a pas ce problème de variation de couleur. Donc, en combinant ces deux échantillons de 22 et 14 céphéides, on a un moyen de trouver la parallaxe de ces céphéides de manière un petit peu détournée. Et les parallaxes qu'on obtient donc, sont toutes basées sur la DR2. En fait. J'ai oublié de dire que les parallaxes des amas sont donc moyennés. En fait, on moyenne toutes les parallaxes DR2 des étoiles de ces amas. Donc, en plus, on a l'avantage de la moyenne, ce qui rend la parallaxe extrêmement précise par rapport à une parallaxe individuelle pour la céphéide seule. Donc, en combinant ces échantillons, j'ai étalonné la relation période-luminosité. Donc, en rouge, on a les céphéides dans des amas. On voit que les barres d'erreur sont plutôt petites. Par contre, en bleu, ce sont les compagnons. Il y a certaines étoiles qui ont des barres d'erreur assez grandes encore. C'est parce que certains compagnons sont en fait très faibles. Ils ont une magnitude qui va jusqu'à 19 en G. Et donc, leurs parallaxes peuvent être assez imprécises. Mais en fait, cette barre d'erreur, elle est maîtrisée parce qu'on sait d'où elle vient et on sait que cette parallaxe, par exemple, elle n'est pas du tout affectée par la variation de couleur.
Et donc, la dispersion est plutôt faible. Et si on fait le même étalonnage, mais avec les parallaxes des céphéides directement, je ne l'ai pas représenté ici, mais la dispersion est beaucoup plus importante. Donc, on voit que cette méthode marche, elle est fiable et elle permet un bon étalonnage vraiment précis. Donc ensuite, avec cet étalonnage de la relation période-luminosité, j'ai voulu savoir quelle était l'influence sur la constante de Hubble. Donc, en 2016, il y a un papier de Adam Riess qui est sorti avec plusieurs estimations de la constante de Hubble basées sur plusieurs indicateurs de distance. On appelle ça aussi des ancres. Donc, on a des masers dans cette galaxie, on a des parallaxes de céphéides dans la Voie lactée basés sur le HST. Il y a aussi d'autres types d'étoiles dans d'autres galaxies. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est simplement cette valeur-là de 76, car elle tient vraiment compte que des céphéides avec le HST. Et j'ai voulu réviser cette valeur en remplaçant les parallaxes HST par mes parallaxes Gaïa de mon échantillon de céphéides. Et donc, je ne prends pas la valeur moyenne finale, mais juste la valeur céphéide de la Voie lactée. Donc, voilà la méthode. Donc, ce n'est pas une estimation de la constante de Hubble à partir de rien, c'est simplement une remise à l'échelle. On prend la valeur de 2016 et en comparant les parallaxes, on en déduit une nouvelle valeur remise à l'échelle, en fait. Donc, en partant de 76 sur le HST, on en déduit une valeur de 72 avec les parallaxes Gaïa. Donc, ici, on a les incertitudes statistiques et ici seulement les systématiques liées au point zéro. Donc, on voit qu'il y a une grande part des incertitudes qui sont encore liées au point zéro, ce qu'on espère qui va être réduit avec la DR3. Et donc, la valeur de 76 passe à 72, ce qui fait que dans ce petit tableau de Adam Riess, la valeur des céphéides de la Voie lactée est en bien meilleur accord avec les trois autres estimations. Donc, on peut dire que l'utilisation de Gaïa par rapport au HST permet de replacer la Voie lactée en bon accord avec les autres indicateurs de distance. En conclusion, donc, on a développé une méthode qui consiste à trouver des compagnons et des amas d'étoiles qui nous donnent une manière alternative d'avoir des parallaxes de céphéides. Ça nous permet d'éviter d'avoir des biais systématiques et également d'éviter la saturation qui affecte les céphéides et d'étalonner la relation période-luminosité avec des parallaxes non HST. On a révisé la valeur de la constante de Hubble, comme je disais, de 76, on passe à 72,8. Donc ça ne résout pas la tension sur la constante de Hubble, mais on est en meilleur accord avec les autres estimateurs de distance. Et puis donc les prochaines étapes, c'est d'étudier l'effet de la métallicité sur les relations PL, période-luminosité, car la métallicité pourrait avoir un impact non négligeable. Et puis, donc évidemment, aujourd'hui, on peut appliquer les parallaxes de la DR3 pour refaire ce genre d'analyse et voir, on l'espère, si on a une meilleure précision sur la relation période-luminosité et les distances des céphéides. Alors, les corrections de chromaticité, c'est-à-dire tenir compte de la variation de couleur des céphéides, normalement, ça n'a pas encore été fait dans la DR3. Mais ce serait très bien que ce soit fait dans les prochaines releases, on espère. En tout cas, on a beaucoup plus de points, on a beaucoup plus de mesures et les parallaxes sont quand même plus précises. Donc, normalement, ce biais systématique est devenu quasiment négligeable. Voilà, merci beaucoup. Merci Louise. Catherine Turon dit que c'est un joli travail, effectivement. J'imagine que tu es dans les starting blocks pour télécharger les données de Gaïa, DR3. Oui, tout à fait. C'est pas déjà fait? Oui. Pas encore. Est-ce que dans cette comparaison-là, en fait, ça te permet d'avoir une idée sur l'exactitude des parallaxes du HST?
L'exactitude, Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce que comparé au parallaxe Gaïa, la prédiction, ça donne quoi en fait? Une fois, si tu reviens en arrière, si tu compares à la relation période-luminosité, est-ce que ça implique en fait sur les parallaxes du HST? Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles manquaient juste de précision? Ou est-ce qu'elles sont biaisées par rapport à celles de Gaïa alors, les parallaxes Gaïa, elles sont quand même plus précises que celles du HST. Mais en fait, cet écart entre les deux valeurs de la constante de Hubble, HST et Gaïa, montre qu'en fait, il y a un écart en termes de parallaxe. Si on trace la relation période-luminosité du HST, je ne l'avais pas fait sur ma slide, mais en fait, on a deux droites parallèles, on a un écart en fait. Donc je ne sais pas ce que ça dit sur l'exactitude, parce que est-ce que le fait qu'on ait un décalage, ça nous permet de dire les parallaxes HST sont fausses? C'est un petit peu fort de dire ça, mais en tout cas, on a vraiment un écart thématique entre HST et Gaïa. D'accord, ça sera à éclaircir avec EDR3 qui est plus exact. Ouais. Une autre question? Je n'en vois pas. Merci à nouveau. Si, il y a une question dans le chat de Corinne Charbonnel. Ah zut. Alors, quel est le domaine de métallicité des amas utilisés? Non? Si, c'est ça. J'ai pas étudié les métallicités exactes de chaque amas, donc je ne sais pas exactement. Par contre, quand on veut déterminer l'influence de la métallicité sur les relations PL, c'est mieux de se placer dans un système Milky Way, LMC, SMC, pour avoir vraiment un échantillon de métallicité assez large. Dans la Voie lactée, je pense que ça ne suffit pas pour estimer l'effet de métallicité.